Yo les frérots, j'espère que vous allez bien. Chapitre 400 d'Hunter x Hunter, le dernier chapitre. Je suis très content d'avoir partagé un petit peu ces 10 semaines avec vous. Je suis également très content que ça se termine, parce que pour être complètement honnête, les stats des vidéos Hunter x Hunter descendent un petit peu ma chaîne et ça gêne la progression que j'essaie d'atteindre en publiant du One Piece. A contrario, c'est les vidéos les plus abouties que j'essaie de faire, tant en termes d'analyse que de contenu, que d'explication que je peux donner. Donc vraiment au niveau intellectuel, c'est les vidéos les plus intéressantes, mais au niveau business, ça nique un peu mon business, ça tue mon business. Donc je suis très content que ça se finisse, mais je suis très content également d'avoir passé les 10 semaines avec vous. Surtout que la communauté a pas mal évolué, et ça, franchement, je suis hyper content de le voir. C'est qu'au début, la communauté, et ça, c'est le truc qui m'énervait au plus haut point, et c'est même d'ailleurs à cause de ça que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube d'ailleurs. Parler uniquement du Dark Continent, de Papou, de Brion, Yoshiro Togashi nous dessinait quelques brouillons pour nous montrer qu'il revenait un petit peu au goût du jour et qu'il avait envie de dessiner la suite. Et tout le monde disait, ouais, ils arrivent sur le Dark Continent, ça c'est Papou, ça c'est machin. Je me disais, attends, mais c'est quoi cette communauté Hunter? La communauté Hunter, elle est très disparate. Elle est composée de gens, peut-être un peu à l'ancienne comme moi, qui sont principalement focus sur la version papier. Et ensuite, il y a un gros wagon qui est arrivé, et ça, je m'en suis jamais plaint, avec l'animé sur Netflix, et des gens qui ont rejoint Hunter x Hunter avec cette hype très orientée Chimera Hunt, très orientée Meruem, très orientée animation, et qui s'était arrêté en termes d'histoire sur la déclaration de Jin et du Dark Continent, et qui avait trouvé, à travers les vidéastes, et leurs produits et leurs vidéos, un attrait tout particulier pour ces calamités qui ne sont qu'un détail dans tout ce qui arrive, la guerre de succession, les 14 princes, la brigade fantôme, Kurapika, Tserenich et tout le bordel. Mais par contre, ça a englobé 95% du contenu qui était disponible, et là je me disais, attends, il y a anguille sous roche, là il y a tromperie. Et depuis les 10 chapitres, j'ai l'impression que tous les créateurs de contenu, que ce soit sur YouTube, que ce soit également ceux qui font des threads sur Twitter, beaucoup se sont impliqués, j'imagine, à relire un petit peu ces tomes, à partir du chapitre 340, sur tous les enjeux de la guerre de succession, de la brigade fantôme, etc. Et qu'on avait des gens de plus en plus intéressés par cette partie d'Hunter x Hunter qui est encore assez floue pour le grand public, et on a eu du contenu de plus en plus qualitatif sur ces événements-là. J'en suis très content, là je me sens bien parmi mes semblables créateurs de contenu. Alors je leur parle tous, on parle tous en off, on est très proches, que ce soit Magic Kiroa, Hunter 404, Ron, on échange beaucoup concernant l'œuvre sur Discord, etc. On fait des lives ensemble, j'adore ce qu'ils font. Il y a eu également pas mal de nouveaux venus, Diablo TV, Utox, ou des petits youtubeurs comme ça qui sont arrivés récemment, et qui font du contenu vraiment remarquable sur Hunter x Hunter et sur les intrigues du Blackwell, qui est pour moi, c'est mon arc préféré. Voilà, si tu veux, tout manga confondu, mon arc préféré, ça reste le Blackwell d'Hunter x Hunter. Mon arc préféré dans Hunter x Hunter, c'est le Blackwell. C'est ce que je préfère, c'est ce que je kiffe. C'est l'essence même de cette chose-là. Tant et bien même que le youtubeur le plus connu, l'un des youtubeurs le plus connus, le chef Otaku, a enfin fait une vidéo sur le Blackwell. Il l'avait jamais fait, et là, comme nous, on a montré de l'entrain, on a montré un petit peu qu'on échangeait autour de nous, qu'on parlait, qu'on débattait sur cet arc-là, il a senti un petit peu le business, et il s'est dit, moi aussi, je vais faire une vidéo, je vais donner mon avis sur le Blackwell. Et d'ailleurs, pour être franc, il a fait une vidéo, et il a tout relu d'un coup, du chapitre 340 à maintenant, pour donner directement son avis, et j'en parlerai en fin de vidéo. Il y a des choses qui sont très pertinentes dans ce qu'il dit, et il y a des choses qui le sont beaucoup moins. Donc, mais j'en parle en fin de vidéo. D'abord, on va parler quand même de ce chapitre 400. Mais voilà, les choses évoluent, les choses changent, les tendances commencent à devenir un petit peu solides, réelles. On est moins sur de la hype, notamment concernant ce Dark Continent maudit que j'essaie de combattre depuis le début de ma création de ma chaîne YouTube. C'est du miel avec du thé pour pouvoir récupérer un petit peu. Et ces foutues calamités que personne n'a véritablement compris, j'ai l'impression, quoique aujourd'hui on essaie quand même de diluer ce savoir-là avec ce qu'on a. Donc très content. Deuxième point que je voulais vraiment développer avec vous, c'est que dans cet arc magnifique qui est l'arc du Blackwell, la partie très sincèrement qui m'intéresse peut-être le moins, c'est la partie sur la brigade fantôme. Et j'ai été assez mal servi de ce point de vue-là dans les 10 chapitres qu'ils ont suivis, parce qu'ils ont été centrés sur la brigade fantôme, notamment sur un flashback que je trouve intéressant, que j'ai aimé développer, qui m'a permis d'expliquer un certain nombre de choses.
mais qui n'était pas, je dirais, le point que j'attendais le plus dans le développement de cette intrigue du Black Whale, notamment des 14 princes. Et enfin, dans ce chapitre 400, on parle des 14 princes, frérot. C'est ça que j'attends depuis 4 ans. La suite de cette intrigue qui me rend complètement ouf et que j'arrive pas à prévoir. Et notamment, tout va tourner autour du personnage de Senritsu, mais si tu es coutumier de ma peine, quand tout le monde voyait les brouillons de Togashi et qui parlait de Brion ou de Papou du clan Kuruta, j'étais le seul de dire « J'attends Senritsu, j'attends Senritsu, Tserenich veut voir Senritsu, mais Senritsu est là parce que Kurapika lui a demandé de se rapprocher de Tserenich, donc on va avoir une rencontre entre Senritsu et Tserenich. » On y est. C'est sur les dernières pages des 400 chapitres, mais on y est. Quid maintenant de ceux qui disent « Oh, le chapitre 400, on repart en hiatus, je ne savais pas, machin truc. » Bah si, frérot, on le sait. On le sait que Yoshiro Togashi allait nous pondre uniquement 10 chapitres. Je sais qu'il a dit, très certainement, qu'il a commencé à esquisser, à écrire, à développer les brouillons des 30 chapitres qui vont suivre. Mais faut être, si t'es complètement honnête avec toi-même, ou si t'es un petit peu fut ou intelligent, et je pense pas être le stylo le plus cher de la trousse, ça fait plus de 10 ans qu'on a 10 chapitres d'affilée puis des hiatus. Donc venir chouiner là aujourd'hui et dire « Ah non, mais faudrait que Togashi donne son crayon à un autre dessinateur et tout ce tralala », c'est complètement bidon, mais j'en parlerai directement en fin de vidéo, bien sûr. Chapitre 400 qui commence par cette joyeuse brigade fantôme composée de Finks et de Phaeton qui, suite au retrait de Nobunaga, décide d'aller trouver la planque du clan Hei pour leur foutre la fièvre pendant des heures. Et ils lui ont mis la fièvre. Ils retombent sur Nobunaga, et là encore dans le style très Togashi-esque, donc pas chi du sens à l'eau toilette, ils décident d'opter pour deux solutions. Ils voient avec le petit émetteur que le clan est soit à l'étage supérieur, soit à l'étage inférieur. On va commencer par l'étage inférieur, voilà, pour être complètement tranquille, et aller directement à l'étage supérieur, qui est le deuxième étage après. Donc là encore, on a des personnages qui, et c'est très important de le rappeler, prennent l'initiative de regarder toutes les possibilités avant d'aller droit au but, là où dans tous les autres mangas, si tu veux, les héros auraient été droit au but. Et c'est ce que dit Chef Otaku, mais qui me dérange. Oui, c'est vrai que c'est surpeuplé. Il y a beaucoup trop d'informations, mais l'usufruit de cette information en surplus, c'est bien d'avoir des personnages qui ont des raisonnements réalistes, des raisonnements erronés, des raisonnements qui ne tombent pas juste à chaque fois. Et c'est ça la richesse d'Hunter x Hunter, et notamment de cet arc qu'est le Black Whale, et c'est très intéressant de voir les choses de la sorte. Parce qu'effectivement, comme le chef Otaku, si à cause d'une hype, tu lis en une semaine du chapitre 340 au chapitre 400, bah c'est compréhensible que tu ne comprennes rien. Mais pour d'autres, ça fait 10 ans qu'on lit cette suite de chapitres. Ça fait 10 ans que je me tape du Black Whale. Ça fait 10 ans que je me tape le chapitre 340 au chapitre 400. Ou 390 avant que les 10 chapitres arrivent. Donc non, au fur et à mesure de tes lectures, et profite des hiatus pour recommencer ta lecture, tu vas comprendre, tu vas commencer à apprendre certaines informations que tu n'auras pas besoin de relire pour comprendre, et tu vas apprécier. Mais si tu sautes des pages comme tu le sous-entends dans ta vidéo, eh ben, tu vas t'arrêter à la surface. Tu vas t'arrêter à la première difficulté. Et tout savoir pertinent dans ta vie nécessitera une certaine forme de travail, de patience et de compréhension. Donc si tu es pressé, que tu veux des choses pré-mâchées, oriente-toi vers un manga que j'adore et que j'affectionne et qui s'appelle Fairy Tails. Avec Fairy Tails, tu n'auras aucun problème de communication, aucun problème de compréhension. Le héros a un problème, pouvoir de l'amitié, le héros gagne. Si tu aimes ce genre de facilité, ce genre de facilité, va sur du Fairy Tails, voilà. On peut voir à la fin de cette partie qui est centrée sur la brigade fantôme, une alerte, et on ne sait pas la suite, et franchement ça a chatouillé mon intrigue. Il y a une alerte générale sur le bateau, où on demande l'attention de tous les personnels du château pour révéler une information. À quoi est due cette information, on ne le sait pas encore. On va très certainement le savoir dans la suite de l'épisode. On a aussi une partie où on explique que Nobunaga est très attaché à la mafia Hei, et il a une intuition.
Après, Nobunaga, c'est pas celui qui a les intuitions les plus fulgurantes de la brigade fantôme. Ça, c'est Machi, qui a les intuitions que même le chef de la brigade a voulu soutenir contre vents et marées pendant York City. Là, Nobunaga a quand même une mauvaise impression, mais il sait que la mafia, qu'on a quand même largement sous-estimé, autant que nous que la brigade fantôme, semble un peu plus maligne qu'on ne le croit, et ils ont transformé quand même leur base en véritable bastion, et Franklin ne serait pas de trop pour aller attaquer à ses bases, donc il veut quand même aller récupérer Franklin. Que vont-ils découvrir? Moi je vous l'ai dit, hein, c'était une de mes théories aussi, c'était que Franklin allait être le premier à affronter Hisoka. Il est tout seul. Est-ce qu'en descendant, ils vont pas avoir une surprise? Concernant Franklin, est-ce qu'il s'est déjà fait éliminer par Hisoka? Est-ce qu'on va voir que Franklin n'est pas là? On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ou est-ce que Franklin attend depuis des lustres? Je pense pas que Franklin va simplement les rejoindre. Sinon, Togashi l'aurait ajouté à ce groupe de 3 de la brigade directement. Donc je pense, je persiste et signe qu'on aura un affrontement entre Franklin et Hisoka. Mais le plus intéressant, ça reste quand même la suite de cette guerre de succession. On va commencer par le prince Téson, qui est très certainement le prince qui m'intéresse le moins, puisque je ne vois pas le développement et la dangerosité aussi bien du prince que de sa garde, que de sa bête de naine, qui tourne autour, l'intrigue tourne autour d'une Bible, qui est un ramassis de phrases simplets, qui tourne autour de l'amour, du pouvoir de l'amitié. Une Bible très fairy tales, si tu veux. Et elle aurait un effet bénéfique pour ceux qui y croient, ou qui font semblant d'y croire, parmi l'entourage de la garde, et on va dire qu'ils vont développer leur amour, leur attachement, leur attirance envers le prince Téson, au fur et à mesure de la lecture de ce bouquin, ou de leur jeu de faire semblant qu'ils ont kiffé. Chose que fait assez bien le pote du maître de Kurapika, qui finalement arrive très bien à jouer un rôle, il a aucun problème avec ça, et puis il dit même, à un moment dans l'histoire, moi je peux t'expliquer les techniques pour parler d'un livre que tu n'as jamais lu. Mais au fur et à mesure, on sent qu'il glisse doucement au niveau sentiment et attachement vers ce prince Téson. Et donc, très simple, le maître de Kurapika, le maître qui lui a appris de l'aide à l'époque, il dit, finalement, il y a peut-être une solution. Avec ce livre, cet enchantement et ces comportements que je ne validais pas, plus ou moins, il y a peut-être moyen de gagner la guerre de succession, et c'est exactement pour moi le même raisonnement qu'avait le garde de Salé Salé, parce que Salé Salé, il avait un petit peu le même type de pouvoir avec sa bête de naine, c'est que plus tu traînes avec lui et que tu absorbes ses vapeurs, plus tu finis par le kiffer, lui trouver des excuses et dire, finalement, voilà, comme il fait que de ken des meufs, et que les rois dans le monde et dans l'histoire ont une libido démesurée, comme lui a une libido démesurée, peut-être qu'il fera un bon monarque. Raisonnement un peu alambiqué, capillotracté. Tu m'excuseras de dire ça alors que j'ai pas de veuche. Mais là, c'est à peu près la même chose. Tu te doutes bien que ça ira nulle part. Parce que ce naine est beaucoup trop lent. Parce que très certainement que tu peux le briser facilement. Et parce que le roi, je pense pas qu'il irait lire une partie de cette Bible pendant le banquet dominical. Mais ça fait plusieurs fois qu'on se sert du banquet dominical pour mettre sur pied une stratégie visant les objectifs d'un des princes. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était pour la fuite de Katsu et Fugetsu, qui ont profité du champ de Serensu pour prendre un vaisseau, se sauver. Ils ont été rattrapés par les mains maléfiques de Ned, du Blackwell, qui ne permettent pas aux princes de quitter le navire, et c'est justement le propos de la suite. On va revenir sur ces deux princes, parce qu'il y a anguille sur roche, et là il y a plusieurs même personnes sur Twitter qui ont essayé de trouver, comme Senretsu, la personne qui aurait un petit peu contaminé 1000 princes Fugetsu dans cet état. Et il va essayer d'aller en élimination suite aux différentes rencontres, parce que franchement, Senretsu est devenu le centre d'intérêt des 14 princes qui, bien que commençant à apprendre le nen ou connaissant de l'aine, ont vu un des nains les plus aboutis, qui peut être celui de Senretsu, et qui émerveille leur sens. Eux, fils de grande stature, du haut monde, adeptes de la culture, comme toutes les personnes qui sont un petit peu en haut de la pyramide sociale, très très à fleur de peau en termes de culture, en termes de sensations, en termes de saveurs, etc. Ils ont trouvé ça particulièrement intéressant, le naine de Senretsu, et donc ils vont tous l'inviter pour regoûter une fois de plus à ce nectar, à cette découverte, à ce naine. On a très bien vu comment il a bavé Tserenich. Il a découvert que sa garde du corps qui préférait le plus l'a trahi, mais il est resté subjugué par le chant de flûte de Fugetsu.
C'est pour te dire à quel point il a choqué, traumatisé, marqué l'esprit de ces princes, et très certainement que la clé de cette guerre de succession va se trouver autour de ça, puisqu'il y a un point culminant face à tous ces princes qui lui redemandent de chanter le dimanche. Dans ce repas dominical, il va devoir rechanter. Et c'est à celui qui utilisera le mieux cette distraction de Senretsu qui va prendre l'ascendant sur les autres princes. Et une des choses les plus intéressantes de ce chapitre n'est pas l'enquête de Senretsu qui est erronée. Parce que pour moi, c'est aucun des princes qui a mis Fugetsu dans cet état. C'est la malédiction du Black Whale. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le roi de Kakin a donné naissance à 14 bêtes de naines ultra puissantes. Il y a forcément une contrepartie. Plus le naine est puissant, plus tu as une contrepartie. Tu vois pas le roi de Kakin faire des exercices de base, de N, de Retsu, de Hatsu, etc. C'est complètement débile. Donc il y a une contrepartie. Et là, pour moi, c'est une des contreparties. Un des princes n'a pas respecté les règles de cette guerre de succession. Voilà dans quel état il est. Beaucoup pensent que c'est issu d'une autre bête de naine. Je ne pense pas. Dans Hunter x Hunter et notamment dans le Black Whale, tu vois jamais l'effet d'un naine avant de voir le naine en tant que spectateur omniscient. Les personnages vont prendre un certain nombre de temps pour raisonner par rapport à ce qu'ils ont vu eux-mêmes, et tu vas voir les règles de leur raisonnement, mais toi en tant qu'auteur, en tant que lecteur, tu sais d'où vient l'attaque de naine. Beaucoup pensent que c'est les Intouchables, la garde royale de la deuxième prince Camélia, parce qu'on nous a dit dans les chapitres précédents, je crois que c'est dans le 390 ou 389, que elles, si elles pensent très fort à une personne, qu'elles sont proches, qu'elles ont une photo de cette personne-là, elles peuvent jeter un sort. Ça ressemble à un sort. Je suis d'accord avec toi, mais ça me paraît beaucoup trop lugubre pour être issu d'une aide des gardes de Camélia. Surtout que eux, après leur discussion, ils vont viser le 14e prince, soit le bébé de Kurapika. Donc je vois pas pourquoi ils changeraient et qu'ils se mettraient directement là sur Fugetsu. De plus, pour l'instant c'est une stratégie, mais il faut quand même en savoir plus. On l'aurait vu, le sort jeté. Même Silent Hill, qui est le seul naine dont on ne sait pas qui est le possesseur, on a quand même toutes les règles dans un carcan de Silent Hill, et on a une visibilité sur le naine envoyé. Donc ça m'étonnerait, aujourd'hui, que ça soit un des princes. Senretsu le pense. Il rencontre donc, parce que là il est en zone very IP, parce qu'il y a quand même, je vous ai dit, la deuxième chose, c'est que c'est la loi qui régide et qui fait un petit peu office d'ordre dans le Black Whale. Donc il est mis à l'écart et il rencontre directement, mais dans un huis clos, enfermé face à des caméras et des gardes, les princes qui veulent rentrer en contact avec lui. Il rencontre le troisième prince Shorai, qui je comprends toujours pas son business avec ses pièces, lui. Mais à mon avis, lui, son intrigue sera moins en rapport avec la guerre de succession, mais plus en rapport avec le fait que il est allié avec Kurapika, mais il est aussi allié avec la Brigade Fantôme à travers son clan. Parce que chacun des trois princes est lié à un clan, Luzuru, Shirai et Tserenich, et je pense que c'est là qu'il va avoir le cul entre deux chaises et que tout le développement de ce personnage va être à ce moment-là. Je pense vraiment pas que cette histoire de pièces va changer grand-chose. Pour être franc, je vais te le dire honnêtement, je te le donne entre mille. Donc Senretsu essaye de voir, quand il rencontre les différents princes, qui va jouer la contrepartie et va lui dire « Hey Coco, j'ai tendu un piège à Fugetsu, donne-moi Shoskel, et voilà, comme une prise d'otage, et je libère de ses maléfices le prince Fugetsu. » Kacho, qui n'est qu'une bête de naine, la bête de naine de Kacho, qui s'est matérialisée en Kacho, je la trouve hyper éveillée en ce qui concerne une bête de naine qui a pris possession humaine. J'ai même, à cause de la fièvre, inversé le rôle de Kacho et de Fugetsu, et je me suis dit, attends, mais si Fugetsu est dans cet état-là, c'est parce qu'il s'est fait toucher par les mains. Les mains qui ont empêché le vaisseau de sortir du Black Whale dans la dernière série de chapitres. Il en est rien. Le point pour moi le plus important, c'est pas du tout ça. Là où tu as un changement majeur dans la guerre de succession, c'est que tu as un membre de la justice, du bureau d'enquête, qui va commencer à prendre part dans cette guerre de succession. Et dans cette guerre de succession, je vous l'ai toujours dit, ce qu'il y a au-dessus du naine, c'est la loi. Ce qu'il y a au-dessus de la force physique, c'est la loi. C'est pour ça que Benjamin et Tserenich, qui sont très certainement les plus puissants, ne font pas ce qu'ils veulent. Ils sont soumis à la loi. Si tu tues un autre prince, tu te fais arrêter. Jusqu'à là, la loi était partiale. Il y avait quelques petites tangentes avec la milice de Benjamin. La milice de Benjamin, pour être agressive et attenter
à la vie des autres gardes de princes, parce qu'ils n'ont jamais attaqué directement des princes, ils ont invoqué la légitime défense. Et ils étaient obligés d'invoquer la légitime défense pour pouvoir se déplacer. Mais là, tu vas voir un corps extérieur à la guerre de succession qui va prendre parti. Et ça, c'est quelque chose de très très grave. La justice était impartiale. Même Camélia a pu se soustraire de l'emprisonnement de Benjamin grâce à la loi, grâce à la justice. Mais là, le mec propose, but en blanc à Senritsu, de rejouer de la flûte pour empoisonner tout le monde. Et là, tu te dis, comme Senritsu, wesh, il y a Anguille sous roche, frérot, t'étais le représentant de la loi. Et il va expliquer à son ancien poteau, celui qu'on voit tout au début de l'arc du Dark Continent, avec les lunettes, que si jamais la milice de Benjamin, un jour, souhaite prendre le pouvoir, ce qui risque d'arriver si Benjamin pète un plomb ou s'il veut plus suivre les règles, la première chose qu'ils vont prendre, c'est l'organe judiciaire de l'état de quelqu'un qui est sur le bateau. Et eux, faisant partie de l'organe judiciaire, ils vont se faire tuer en bout de 2 secondes. Donc, en anticipation de cela, il s'est dit, je vais mettre fin à cette guerre de succession en empoisonnant l'intégralité des 14 princes de quelqu'un. Senritsu ne le croit pas, et c'est ça qui est intéressant dans Hunter x Hunter, parce que dans n'importe quel autre manga, Senritsu aurait validé, et l'autre, pour s'expliquer, il va te donner une raison qui est complètement farfelue, mais tellement bien écrite. Ce personnage tellement cartésien, qui représente la justice inébranlable, va expliquer de but en blanc qu'il tombe amoureux du personnage de Senritsu, et je trouve ça terriblement beau. Comme quoi, la seule chose qui peut un petit peu dérégler un homme empli de justice, de justesse et d'organisation, n'est autre que l'amour. L'amour qui est la seule chose, finalement, que l'homme n'arrive pas à maîtriser. Et c'est envers cet amour, poussé par cet amour, il l'explique, il dit « Je sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas ce qui m'a tourmenté, mais je commence à penser à toi, je commence à rêver, et je suis complètement sous ton emprise. » Il est question d'emprise. Là, de Senritsu qui se refuse à croire à un tel engouement d'une personne extérieure, probablement à cause de son aspect physique. Rappelez-vous, il a joué la partition du diable et il est devenu moche, voilà, on va se le dire, et qui essaye de trouver une autre raison, traîtrise, manipulation ou autre, à un acte de volontairement non réfléchi, volontairement empli de bienveillance, qui est l'amour. J'ai envie de te protéger, Senritsu. Je ne veux pas que tu meurs, donc je vais détruire ces autres princes qui certainement vont te faire du mal, attirés par le pouvoir que tu as montré à tous. Et ça, je trouve ça beau. C'est l'amour qui va dérégler le socle judiciaire de cette guerre de succession, qui avait tenu en échec des gens tels que Benjamin, qui avait déjà le naine, une bête de naine, une milice, frérot. Une milice. Le mec gère le game du terrain VIP. Et c'est Senritsu qui va mettre en échec cette terrible loi martiale qui tenait clos cette guerre de succession. Et ça, c'est un bordel pour moi qui est d'autant plus puissant, d'autant plus explosif que peuvent l'être Morena avec son naine, que peuvent l'être Serenich avec sa maîtrise du temps, que peuvent l'être la Brigade Fantôme avec une révélation de l'ampleur. La Brigade Fantôme n'aurait pas tué le clan Kuruta. Donc la vengeance de Kurapika et tout son haine est basée sur un mensonge. C'est les 4 grosses bombes de cet arc du Blackwell. Mais au-dessus, t'as Senritsu qui dérègle l'appareil judiciaire. Et j'ai fait énormément de vidéos pour vous expliquer que ce qu'il y a au-dessus du naine dans cet arc-là du Blackwell, c'est la loi. Et bah mon gars, le final de cet arc du Blackwell, ça va être du jamais vu. Ça va être quelque chose de tellement... un mélange de rationnel, de précision, et de choses aussi impalpables et dérangeantes que peuvent être l'amour dans l'histoire du monde et de l'humanité. Ça rappelle aussi un petit peu ce qui s'est passé avec Meruem. Meruem, ce personnage hyper fort que rien ne semblait pouvoir arrêter, au final, va être débordé par un tout petit aspect. Sa relation avec Komugi. Et la vraie poésie d'Hunter x Hunter, la vraie poésie de cette œuvre est là. Elle n'est pas dans le fait d'avoir des textes et des pages qui sont illisibles, machin chose, inadéquats au format manga. Togashi devrait rendre sa plume, il a dit le chef otaku. Togashi devrait rendre sa plume. Mais tu es qui? Mais qui es-tu pour
pour profaner de telles bêtises. Si nous avons une suite, alors nous aurons une suite. Et nous pourrons nous en délecter. Si on n'a pas de suite, on n'aura pas de suite. C'est tout. Et je pense que Togashi a déjà tout dit. Cet arc est déjà magnifique. Même si on n'a pas de suite, je dessinerai la suite. Je prendrai du temps, mais je dessinerai la suite. Ça sera pas fou. Ça sera pas aussi dingue que ce qu'on est en train de lire. Mais je vous dessinerai une suite. Mais là, ce qu'on est en train de lire, c'est un truc de dingue. Et bien sûr, mais bien heureusement qu'on a un hiatus, parce qu'il faut les relire. C'est 10 chapitres. Faut pas attendre dans 4 ans et tout relire du 340 en 2 semaines à la va-vite avec du texte. Ah, je comprends rien, c'est nul. Non, frérot. Là tu t'as pas fait ton travail. Togashi, il est malade, il n'arrive pas à s'asseoir, mais il te dessine un truc. Et toi, tu lis comme ça. Non, c'est pas fou, bof. T'es debout, t'as pas mal au dos. Reprends le chapitre 340, lis une fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, moi, en un week-end, je suis capable de lire le tome, je crois que c'est 34, 35, 36, 37, et le 38 qui vient de nous être pondu. Fais cet effort-là, de temps en temps. Entre 2 lectures de Fairy Tail ou de Bleach, qui se lisent très facilement, bah, pose-toi et vas-y, tu vois. Enfin, je suis pas en train de te demander de lire du Madame Bovary ou du Victor Hugo, Le Ventre de Paris, parce que là, c'est autre chose. Mais il y a du nectar aussi dedans, mais là, c'est autre chose. Là, on est quand même sur quelques bulles avec des chiffres, quelques paroles. Quelques personnes qui ont de la réflexion. C'est intéressant. Donc tu te bouges un peu le cul et tu y vas. Donc voilà ma conclusion de ces 10 chapitres qu'on a eus. Fort intéressante. Que j'ai adoré partager avec vous sur plein de thèmes. Le travail d'équipe, le partage, la réflexion. La réflexion erronée. Nous avons des mangas avec de la réflexion erronée. Kiffe, mon frérot, relis ça. Si t'es jeune, un peu plus tard, quand tu vieilliras, tu prends et tu relis. Ça peut être méga intéressant. L'ascendée de Togashi et la parution, qui ne sera plus une sérialisation hebdomadaire, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que la sérialisation hebdomadaire ne prend qu'un sens uniquement si tu es publié tout le temps, parce que ça te permet d'avoir un classement et ça te permet de survivre dans le jump. Et pour survivre dans le jump, les auteurs développent ce qu'on appelle des cliffhangers, des fins de chapitre attrayants qui vont pousser le lecteur à vouloir lire le prochain chapitre. Mais comme Yoshiro Togashi a une dérogation et qui peut publier ses 10 chapitres sans faire partie de ce classement, ça ne sert à rien d'avoir une sérialisation par semaine. Preuve en est, dans les chapitres d'Hunter x Hunter, tu n'as jamais de cliffhanger. T'as jamais une fin de chapitre où tu te dis « Waouh, faut absolument que j'aille lire le chapitre d'après ». Tu ne l'as pas, ça, parce qu'il s'en bat les couilles. Il est absous de ce genre de règles. Donc pourquoi tu chiales de « Ah, mais on n'aura plus des parutions, c'est à cause de sa santé ». Non, non, non. C'est déjà un système qui ne correspondait pas à Yoshiro Togashi, qui est en dehors de ces règles-là, et c'est pour ça que c'est génial. Togashi, il peut te pondre des chapitres mensuels de 30, 40, 50 pages, que ça serait la même chose, que sa narration n'en serait pas perturbée. Donc, si autour d'une table, ils ont réfléchi à cette solution-là, c'est que c'est la meilleure solution pour lui. Et toi, misérable lecteur, et je me mets dedans, essaie pas de comprendre des choses qui te dépassent. Voilà, c'est un conseil. One Piece, ça marche autant parce qu'à chaque fin de scan One Piece, t'as une information de ouf. Kizaru qui arrive, le docteur Vegapunk qui te fait une révélation. Et nous, pendant une semaine, on dit « Waouh, mais qu'est-ce qui va se passer ? Kizaru va venir sur l'île, machin, waouh, waouh !» Frérot, Hunter x Hunter, entre le 398 et le 399, c'est Irine qui ouvre une porte. Tu rajoutes une page ou t'enlèves une page, c'est la même chose. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il n'a pas de classement. Parce que c'est un auteur qui est au-dessus de ça. Il a la confiance du magazine. Je sais pas si tu arrives à capter la puissance de cet auteur. Qui n'arrive pas à s'asseoir et faire caca convenablement. Donc kiff. Voilà pour ma dernière vidéo. Très content. Parce que maintenant, faut quand même faire des stats. Et penser un petit peu à mettre des sous dans la gamelle. J'ai mis du pain sur la table, on sait rien. Puis c'est pas vrai, mais voilà. Très content, très impatient d'avoir la suite. Et j'ai bossé sur un projet. J'aimerais bien faire quelque chose. Ça m'a donné des envies, tout ça. Hein. Je vais faire quelque chose, mais je vais pas le dire maintenant.
Mais très content. Pour finir sur une note positive, très content des gens qui m'ont suivi pendant ces 13 chapitres, très content de toute la famille des youtubeurs qui a commencé à faire du contenu réellement intéressant sur la guerre de succession, sur la mafia de Kakin, sur Inrit, et qui ont vraiment l'air d'avoir été passionnés par ce qu'ils ont fait. Je suis très content d'appartenir à cette communauté. Très content également que le chef Otaku ait fait une vidéo, hein, même si je critique un peu, mais c'est cool que grâce à l'engouement qu'on a créé autour d'Hunter x Hunter, lui-même se dise qu'il faille faire une vidéo là-dessus. En plus, avec sa visibilité, les gens vont se dire « Ah, il y a un truc qui se passe là », parce qu'il n'a pas dénigré l'arc du Blackwell, il l'a pas dénigré du tout. Hein. Donc voilà, ça c'est la communauté Hunter x Hunter que je kiffe. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos sur YouTube et je suis très content de partager ça avec vous, les gars. La forme. Passez d'excellentes vacances et à la prochaine. Bye.